Le grand banditisme a pris le dessus en Casamance. On ne parle plus de rébellion. Le chef d'état-major général des armées parle d'un exploit grâce aux gros moyens dont dispose l'armée. Manifestation interdite du collectif Nyon Lank vendredi dernier. L'accoutrement de certains policiers en civil en cause. Ces derniers ont essayé de se fondre dans la masse. Des spécialistes du maintien de l'ordre sont divisés sur la question. Taxawu Sénégal, que dirige Khalifa Ababacar Sall, adhère à la plateforme Nyon Lank. La coalition a reçu des membres du collectif en présence de l'ex-maire de Dakar. Pendant ce temps, à Louga, la section locale de Nyon Lank prépare une manifestation vendredi prochain pour dire non à la hausse des tarifs de l'électricité. La construction d'un deuxième quai de pêche à Mbour en suspension. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime l'a annoncé tout en parlant de campagne de désinformation. Des pêcheurs de la localité ont manifesté hier matin. Le chef d'état-major général des armées tire les leçons de l'intervention militaire du Sénégal en Gambie dans le cadre d'une mission de la CEDEAO. Le général Cheikh Gueye fait aussi le point sur la crise casamançaise, réduite selon lui à des faits de grands bandits. Cette prouesse est due aux moyens mis à la disposition de l'état-major par le gouvernement. Macoumba Bey. Le 13e SEMGA sénégalais cède ses fonctions dans quelques jours, mais quand Cheikh Gueye jette un coup d'œil sur le rétroviseur, il est satisfait, surtout de la plus sérieuse question de sécurité nationale de notre pays depuis bientôt 40 ans. La situation dans la région naturelle de Casamance est bien maîtrisée. Grâce à l'engagement et la détermination de nos forces, nous sommes parvenus à ramener la violence à un niveau très bas. Nous assistons de temps à autre à des actes de grand banditisme. Cela faisait longtemps que l'armée sénégalaise n'était pas intervenue avec une mission aussi complexe que la restauration de la démocratie, bouter un dictateur hors de son pays. Et comme pour tout engagement militaire de cette nature, il y a des leçons à en tirer. Nous avons identifié certains gaps capacitaires critiques dont la résorption est d'une urgence absolue. En outre, la maîtrise de la fonction projection s'avère indispensable à travers la mise à disposition de moyens logistiques permettant de projeter en autonome une force de manœuvre du volume d'au moins une brigade interarmes, environ 5000 militaires. Le général Cheikh Gueye est optimiste que les troupes sénégalaises peuvent quitter la Gambie en héros une fois que la CEDEAO aura cru bon de mettre fin à la mission. Pour les Djambars qui réclament des milliards au gouvernement du Sénégal pour leur participation ou celle de leurs parents à la guerre du Golfe en 1991, le général pense que les sommes ne sont pas aussi importantes que ces gens le pensent. Il avoue n'avoir vu aucun document qui retrace le versement d'une somme pour eux. Macoumba Bey, le général Cheikh Gueye a accordé une interview à la RFM, interview diffusée hier dans RFM Soir. L'habillement très peu ordinaire de certains policiers lors de la manifestation interdite de vendredi dernier alimente le débat entre spécialistes de la sécurité et du maintien de l'ordre. Des agents de police en tenue de Baïfal, par exemple, ont infiltré les manifestants. Si des spécialistes estiment que ces forces de l'ordre peuvent s'exposer à un danger, d'autres minimisent ce risque. Voyons tout cela avec Pape Besdiba. Le commissaire Boubacar Sadio tient tout d'abord à distinguer le rétablissement du maintien de l'ordre. Pour lui, vendredi, les policiers étaient en maintien de l'ordre devant consister à préserver l'ordre par des méthodes de coercition qui requièrent trois principes. C'est faire en sorte de prévenir les troubles pour ne pas avoir à les réprimer. Donc il y a vraiment un travail de prévention, d'anticipation effectivement, qui est exigé des policiers. Ensuite, il y a le fait qu'également, il faut essayer de maintenir un équilibre entre l'ordre établi et ce qu'on appelle le désordre acceptable. Et troisièmement, il faudrait également que les policiers sachent que les manifestants qu'ils ont en face d'eux sont momentanément des adversaires et jamais des ennemis. L'ex-DGA de la police n'en trouve pas moins dangereux l'accoutrement qu'ont eu certains policiers. Le fait d'être habillé en baïfal, de pénétrer la foule, ça peut même ressembler à de la provocation. Je crois que ça c'est pas indiqué et je crois qu'il faudrait éviter d'agir de cette façon. C'est pas habituel. C'est un peu délicat et c'est dangereux même pour ceux-là qui le font. Bon, rien n'indique que c'est des policiers. Mais en matière de maintien de l'ordre,
Il faut vraiment qu'il y ait de la transparence. Le colonel de la gendarmerie à la retraite, Sankung Fati, minimise toute dangerosité par rapport à l'accoutrement. C'est clair, la police comme la gendarmerie, les forces de sécurité en général peuvent agir en civil comme en tenue. Maintenant, dans les règles du maintien de l'ordre, tout ce qui peut contribuer à rétablir l'ordre ou notamment à faire cesser les infractions, ça fait partie des règles d'engagement. Ce n'est pas le signe extérieur qui fait de l'agent ce qu'il est. Le débat entre spécialistes est loin de s'estomper, mais au-delà, une certaine opinion trouve à redire par rapport à l'habillement baïfal de certains policiers. La coalition Taxawu Sénégal dénonce cette répression policière sur la place de l'Indépendance et c'est un signe du déclin du régime de Macky Sall. D'après la coalition dirigée par Khalifa Ababacar Sall, Taxawu Sénégal a par ailleurs officialisé son adhésion à la plateforme Noo Lank. C'était à son siège en présence de l'ex-maire de la capitale, Abdoulaye Diop. La répression policière qui a suivi le sit-in interdit du collectif Noo Lank Noo Bagn n'est pas du goût de Taxawu Sénégal. Idrissa Diallo, porte-parole du jour. Oui, cette forme de répression, c'est des pouvoirs en décadence qu'ils ont. Donc quand on gère mal, après on se fâche contre son peuple qu'il a élu. Et voilà ce que le président est en train de nous servir aujourd'hui. Ce qu'il a sorti comme armada ce jour-là, s'il avait encadré ce qu'on voulait faire, je crois que tout le monde serait tranquille. Mais puisqu'il a peur, mais il n'a qu'à quitter ce pays parce que ça va aller crescendo. Taxawu Sénégal soutient le combat du collectif selon le maire de Dalifort. On est dans le combat, tout le monde est dans le combat, c'est le combat de tous les Sénégalais. Mais puisque c'est des organisations différentes, il était nécessaire de se rencontrer, de discuter, de voir ce qu'on peut coordonner ensemble, ce qui peut être fait, ce qui peut être amélioré. Et dans ce sens qu'on a eu une rencontre très fructueuse et que dans les jours à venir, les Sénégalais se rendront compte que le mouvement est en train de prendre beaucoup d'ampleur. La rencontre entre Noo Lank et Taxawu Sénégal est une suite logique du combat. Alioune Sané, co-coordonnateur du collectif. Et c'est une rencontre qui s'inscrit dans une logique de notre coalition citoyenne qui est une logique inclusive parce que dès que Noo Lank a été mis sur pied, tout de suite on a dit que Noo Lank s'attaquait à une préoccupation de tous les Sénégalais, c'est-à-dire l'augmentation du prix de l'électricité. Le collectif Noo Lank Noo Bagn compte fédérer toutes les composantes de la nation pour annuler la décision de l'État d'augmenter le prix de l'électricité. Khalifa Sall, leader du mouvement, était présent à la rencontre mais n'a pas souhaité s'exprimer. À Louga, la section locale du collectif Noo Lank sera dans la rue ce vendredi 27 décembre. Tout comme leurs camarades à Dakar et dans les autres régions, les membres réclament la libération de Guy Marius Sagna et de ses co-détenus et l'annulation de la hausse des prix de l'électricité. La marche est autorisée par le préfet. Les récentes manifestations n'ont rien de spontané. Ce sont plutôt une campagne de manipulation. C'est l'avis du directeur général de la Société nationale de recouvrement. L'avocat et responsable de l'APR à Niakhar accuse des politiciens d'en être à l'origine. Maître Bassirou Ngom a tenu ses propos en marge d'un gala de lutte à Niakhar. Nous l'écoutons avec Aminata Goudiaby. J'ai l'impression que les populations sont victimes d'une certaine manipulation. Il y a un groupe assez restreint qui n'est pas représentatif des couches de la société qui prétendent parler au nom de cette société. Ils ne parlent pas au nom des Sénégalais, ils parlent à nom propre. Il ne s'agit pas de société civile, il ne s'agit pas de Sénégalais. Il s'agit de politiques qui ont été désavouées par les Sénégalais en 2019. Aujourd'hui, qu'est-ce qui restait pour cette opposition? Ils ont tenté, ils ont cru que ça pouvait être la bonne cette année-là. Ça n'a pas été le cas parce que les Sénégalais ont compris que le président de la République était le meilleur candidat. Il n'y avait pas d'alternative. Ils ont voté pour lui à 50%. Qu'est-ce qui reste? Essayer de déstabiliser le pays. Il s'agit de personnes qui sont animées de sentiments personnels et qui transposent sur le terrain politique. Il s'agit de cela. Pendant ce temps, les habitants de Tobor sont toujours dans le noir. Une absence d'électrification qui dure depuis plus de 30 ans. Cette localité, située dans le département de Bignona, a exprimé son ras-le-bol face aux nombreuses promesses non tenues. Lamine Ba, Ziguinchor. La doléance des populations de Tobor est la même depuis plus de 3 décennies. Mais cette préoccupation fondamentale pour les habitants de ces villages du département de Bignona semble peu prise en compte par les autorités et cela les irrite profondément. Ils ont tenu à l'exprimer au cours d'une marche de protestation qu'ils ont initiée hier. Mohamed Tendeng, président de la jeunesse de Tobor. Nous ne pouvons pas comprendre. Un village de Tobor qui se trouve à 7 km de Ziguinchor n'est pas électrifié. Les plus grands quartiers de Tobor ne sont pas électrifiés. Aujourd'hui, nous insistons à ce que les quartiers comme Boutoumone, Goual, Gorée,
Kanyarou, Boual, Boudon soient électrifiés comme tous les autres quartiers. Les habitants de Tobor qui vivent de réelles difficultés inhérentes à la non-électrification de leur localité s'engagent à ne plus se laisser divertir par la Sénélec qui leur a toujours tenu des promesses qu'elle n'a jamais respectées. Il y a beaucoup d'accidents dans cette route parce que la route est sombre. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement s'il n'y a pas de santé et de courant. Et nous voulons du courant. La Sénélec n'est pas en train de faire son travail comme il le faut. Cette marche est à considérer comme le premier acte d'une série d'actions de protestation qui va être déroulée pour obtenir satisfaction, préviennent les habitants du village de Tobor. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Et nous parlons du projet de construction d'un deuxième quai de pêche à Mbour. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime réagit à la manifestation des pêcheurs contre cette initiative du gouvernement. Aliou Ndoye a demandé la suspension du projet, mais a dénoncé une campagne de désinformation tendant à faire croire qu'il s'agit d'une usine de farine de poisson et d'une occupation de l'espace destiné à amarrer les pirogues. Aliou Ndoye est au micro d'Abdourahmane Diallo. J'étais venu dans le bureau du préfet pour d'abord rencontrer certains acteurs qui sont les principaux acteurs et responsables de la situation actuelle, pour discuter avec eux et rappeler pourquoi l'État est en train de faire un projet. Je rappelle un projet sur requête des acteurs de Mbour, sollicités auprès de l'État, que les techniciens ont travaillé jusqu'à obtenir un financement qui est un don pour faire un projet de quasiment plus de 6 milliards entre Joal et Mbour, en moyenne 3 milliards par site en termes de construction et d'équipement. On est allé désinformer la population, c'est ça la vérité, pour faire croire à la population qu'il s'agit de la construction d'usines de farine de poisson, ce qui est absolument faux. Pour faire croire qu'aujourd'hui, si ce projet se réalise, certaines pirogues ne pourront plus accoster au niveau de ce quai de pêche, alors qu'il s'agit d'un quai de pêche pour la pêche artisanale, donc pour ces acteurs-là. On a apporté plusieurs autres informations qui sont des informations totalement fausses pour embrigader une jeunesse et lui faire croire que ce projet est contre leurs intérêts, alors qu'il ne s'agit pas du tout de cela. Tous ces avantages ont été détaillés jusqu'à prouver que, les pirogues qui sont en mer, c'est-à-dire qu'ils stationnent en mer, la construction de ce quai de pêche ne les empêche pas d'être au même endroit, parce que cela aussi a été dit, et c'est faux. J'ai dit tout à l'heure à la dernière rencontre que je vais demander au préfet de lever un peu, je dirais, les dispositifs sécuritaires, parce que l'État reste l'État. Et j'ai dit aux acteurs, s'il était nécessaire, l'État verra comment déplacer ce projet ailleurs, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est demandeur de ce projet. C'était Aliou Ndoye, le ministre des Pêches et de l'économie maritime, et c'est la fin de ce journal Babacar à 7h12. Merci Sourna Natambaye, c'était le journal, et les titres sport. Malal Junior Diagne. La renaissance de Dakar au football Ligue 2 sur le podium. Hier, l'équipe du plateau a battu Africa Promo sur la marque d'1-0. Au classement, l'USO, la Renaissance et Kermadior constituent le trio de tête. Rugby à 7 sans full score s'offre son premier trophée sur l'international au rugby à 7. Les Sénégalais ont battu en finale hier l'AS Real du Mali 19-7. Rendez-vous à 8h15 pour le prochain journal des sports. Malal Junior Diagne, merci. Bonjour Pape Sambakan. Bonjour Babacar. À tout à l'heure pour votre chronique du mardi. Les déboires judiciaires du chanteur Elhadji Ndiaye. Il est notre invité à 7h40. Bon début de journée à tous. RFM Matin, la culture. Rendez-vous avec Ndaté Diop. Bonjour, démarrage aujourd'hui du festival Pikine FEP malgré le désistement de la mairie de Pikine Nord, partenaire. Le festival vise à promouvoir la culture et les jeunes artistes de la localité. Le festival Pikine FEP, c'est du 24 au 31 décembre. Ndongoka. Plusieurs jeunes talents du département de Pikine auront l'opportunité de se produire sur scène. Le festival Pikine FEP, organisé par la structure Dispositif Culturel, se veut une tribune de promotion des talents cachés de la banlieue. Pikine Nord regroupe beaucoup d'artistes. L'objectif était de réunir alors tous ces artistes et d'en faire un cadre et surtout de marquer la fin d'année. Pourtant, à un moment donné, l'incertitude a plané sur l'organisation du festival, mais son initiateur, Ras Noroun, est parvenu à lever les obstacles. Par la proposition du maire de Pikine Nord, nous nous sommes engagés ensemble à réaliser, dans le cadre de marquer la fin d'année, un festival de 7 jours. Mais à notre grande surprise, on n'arrive pas à saisir le maire, ce qui a fait un petit grogne chez les artistes. Après concertation, nous avons décidé de rompre l'accord de collaboration avec le maire de Pikine Nord. Pour rappel, cette 11e édition du festival Pikine FEP va se dérouler dans la commune de Pikine Nord. Direction le Maroc où la musique gnawa fait partie
s'agit désormais du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le défi des promoteurs de cet art d'origine subsaharienne est la sauvegarde du patrimoine gnawi. Suivons tout cela dans ce reportage de notre correspondant, Khadim Baye. Désormais, elle n'appartient plus uniquement au royaume chérifien. C'est un patrimoine mondial de l'UNESCO, une consécration pour les musiciens gnawa qui puisent leur inspiration dans leur histoire, beaucoup étant descendants d'anciens esclaves d'Afrique noire. Une victoire aussi pour les promoteurs de cet art ponctué de rituels et de traditions. Abdel Salam Ali Khan est le directeur artistique du festival Gnawa. Je suis fier de ça. Tous les Gnawa du Maroc, ils sont fiers d'être dans l'UNESCO. Le défi du festival porte désormais un nom, la sauvegarde et la promotion du patrimoine gnawi. On a la chance de faire un autre festival de Gnawa et Saverat. Et on a invité plusieurs musiciens, par exemple Youssou N'Dour. On a invité des grands musiciens qui ont fait des fusions avec les Gnawa. C'est tout pour cette chronique. Rendez-vous jeudi prochain. Excellent Noël. Merci, Tate, bonne fête. RFM Matin. RFM Matin. L'émission qui réveille le Sénégal. RFM Matin, 7h15, la chronique de PSK, Pape Samba Kane, et votre regard, vous aussi, sur le passage du CFA à l'éco. Nous n'entrerons pas dans le débat technique rageur qui excite déjà les esprits sur le passage annoncé du CFA à l'écu dans l'espace UEMOA en 2020. Non pas seulement parce que c'est trop tôt pour en savoir assez sur une opération forcément complexe, encore que cela devrait être suffisant pour que tout le monde garde la mesure, non parce que je suis une sorte d'analphabète en matière économique, encore que là aussi voilà une raison bien suffisante, non pas également parce que les vrais spécialistes comme les pseudos, et je ne parle pas des matuvus, personne parmi ceux qu'on entend ou lit sur la question n'est d'accord avec l'autre sur oui ou non, c'est une bonne chose. Ce qui, finalement, est l'unique préoccupation du chaland. Et là encore, c'est plus que suffisant pour ne pas ajouter à la confusion. Seule question qui va m'échapper, sans que je ne puis rien y faire, croyez-moi, c'est pourquoi a-t-on nommé cette monnaie éco? Et je vais vous dire pourquoi je me pose une question aussi bête, qui vous paraîtra d'autant plus naze si je vous disais que je ne la pose ni pour des soucis d'efficacité, ni pour quelques préoccupations pragmatiques, mais juste pour une question esthétique. Cette appellation éco n'est ni belle, ni originale. Et ceux qui me renverraient au dicton, les goûts et les couleurs, etc., je les inviterai à se pencher sur l'identité de cet éco en relation avec toutes les autres monnaies du monde. Presque toutes ont une identité clairement affichée. Le rial ressemble absolument à son pays d'origine, l'Arabie Saoudite. Le yuan ressemble à la Chine, le yen au Japon. Le dollar est un vrai kawaii, la livre sterling est sans équivoque anglaise. L'euro, n'en parlons pas, qui affiche effrontément son identité. Le dirham parle marocain. Le roupie n'est qu'indien. Le dinar a une double ou une triple nationalité, mais ressemble bien à Bahreïn ou à l'Algérie. Le rial brésilien et le peso argentin ne se perdront jamais nulle part au monde. N'en jetons plus, qu'est-ce que cet éco a d'africain? Rien, bien évidemment. Bien sûr, je vois d'ici quelques esprits mieux organisés que le mien penser que ceci n'est pas une question essentielle. Je leur laisse cette responsabilité à l'heure où toute cette agitation anti-française n'est au fond portée que par une rageuse et compréhensible quête d'identité. Et sur ce chapitre, comme pour cette chronique, je vais finir par là où ça fait le plus mal. Ce qui me gêne encore avec cet éco, c'est que ce nom semble dériver directement de l'ancêtre de l'euro. La première monnaie de l'Union européenne était dénommée écu, officiellement, acronyme certes, de European Currency Unit. Mais à l'évidence, elle empruntait son nom à l'écu, monnaie française du Moyen-Âge, ayant eu cours jusque dans les temps modernes. Je crois qu'on aurait pu se creuser un peu la tête et trouver une appellation à cet écho qui fasse écho dans notre histoire, notre imaginaire, nos végétaux, nos héros, notre géographie, n'importe quoi de chez nous. L'écho. J'espère qu'on n'a payé personne pour ça. Pape Samba Kane, merci pour cette chronique à mardi. Prochain rendez-vous avec vous.
On enchaîne la revue de presse de Georges Diop à la une. La drogue qui fait des ravages en banlieue dakaroise. Oui, la situation est préoccupante si l'on se fie à l'Observateur. Selon le journal, l'usage et l'abus des stupéfiants enregistrent une hausse sans précédent. Et plus aucun quartier n'est épargné avec notamment une percée de la cocaïne et de l'héroïne. Mon confrère rapporte qu'au centre d'information et de sensibilisation sur les drogues et à l'hôpital de Thiaroye, les consultations ou prises en charge ont augmenté. Au centre hospitalier national psychiatrique de Thiaroye, 642 cas ont été recensés pour le premier semestre de l'année 2019 et les femmes et les jeunes sont les plus concernés. L'Obs fait savoir que le cannabis est la drogue la plus consommés. Guédiawaye et Pikine, les communes les plus touchées. Au centre hospitalier national psychiatrique de Thiaroye, l'on confie au journal que 60% des individus addicts ont commencé à consommer pour la première fois au lycée ou au collège. Justement, la consommation de la drogue dans nos écoles. Tribune indique que, selon des statistiques anciennes, 5% des élèves consomment des drogues et le coordinateur général du comité interministériel de lutte contre la drogue fait savoir que des enquêtes sont commanditées pour avoir une physionomie réelle sur la situation de la drogue dans les écoles. Le journal Source A, lui, a mené une enquête sur l'affaire de l'arme à feu ayant tué son acquéreur au marché Ocas de Touba. Source A révèle que Mamour Sarr, le vendeur, et Abdoulaye Lo, l'acquéreur, étaient tombés d'accord sur 107 000 francs CFA pour le prix de l'arme à point de type École Touma de calibre 8 mm A. Et si l'on se fie aux propos du mis en cause devant les enquêteurs, Abdoulaye Lo s'est logé une balle au niveau de l'abdomen. Selon lui, son client manipulait l'objet pour s'assurer de sa fonctionnalité. Source A précise tout de même qu'une perquisition au domicile du vendeur a permis à la police d'y retrouver des cartouches. Il a été déféré hier au parquet de Diourbel pour vente illégale d'armes sans autorisation administrative et pour homicide involontaire. Hier toujours, c'était chaud au quai de pêche de Mbour entre pêcheurs et forces de l'ordre. Selon les Échos, les policiers malmenés par la foule ont fini par détaler à l'origine des affrontements. Les manifestants sont opposés au projet de construction d'un nouveau quai de pêche d'un coût de 3 milliards de francs CFA à l'endroit du parc Pirogué. Ainsi, devant ce regain de violence qui a occasionné plusieurs blessés et des arrestations, le ministre de la Pêche est venu en sapeur-pompier et a menacé de délocaliser le projet si les pêcheurs persistent dans leur position. Et l'on parle de la campagne de commercialisation arachidière dans un large dossier. Sud Quotidien indique que les huiliers ne savent plus à quel sein se vouer puisque les Chinois ont amassé une grande partie de la production. Les huiliers inquiets du rythme de cette campagne demandent à l'État de mettre de l'ordre dans le secteur, arguant qu'une menace de perte d'emploi plane au niveau de la Sonacos, ce que semble confirmer le directeur général de la Sonacos dans un entretien accordé au journal Le Quotidien. Modou Diagne Fada s'offusque du fait que les Chinois bénéficient d'une double subvention de la Chine et du Sénégal. Et cela, à ses yeux, pose problème. Ainsi, il est d'avis que l'on doit réguler le marché, sinon on va vers une situation difficile. Modou Diagne Fada qui confie par ailleurs qu'ils sont à 1,15% seulement de leurs objectifs. L'intégration au personnel du chiffre, les chiffreurs du palais en colère, c'est le titre qui barre la une du journal Enquête. Selon mon confrère, l'un des corps les plus hermétiques, le personnel du chiffre travaille secrètement au palais. 26 sortants de la promotion 2015 des chiffreurs délibérément maintenus en statut d'élèves. 4 d'entre eux remerciés en mars 2018 pour avoir dénoncé cette situation. Le journal indique que les vieux chiffreurs ne veulent pas valoir leurs droits à la retraite. On leur signe des contrats spéciaux. La décharge de Mbobos, le journal LAS s'intéresse à cette décharge de Mbobos et indique qu'il y a plus d'une semaine, des centaines de manifestants s'étaient rassemblés devant la décharge de Mbobos pour réclamer la fermeture du site. L'implantation de ce dépotoir de 114 hectares n'en finit pas de causer des dommages aux populations locales, notamment sur le plan sanitaire, mais à la place d'une fermeture, l'État, selon l'AS, annonce un projet de réhabilitation qui s'étend sur 6 ans. Pendant ce temps, le journal Le Soleil propose à ses lecteurs un reportage sur le recyclage des déchets électroniques et électroménagers de l'or nocif. Reportage à lire aux pages 5, 6 et 7 du quotidien gouvernemental. Et pour terminer, les sports avec Sadio Mané qui est à la une du journal Record. Le journal Record le considère déjà comme
un héritier de Bokandé et Diouf Sadio, selon mon confrère, tient haut le flambeau. Pendant ce temps, le journal Stade fait le bilan à mi-chemin des Lions de la Ligue 1 française. Diallo et Nyang cartonne, Ghana assure.